Voilà, bonjour à tous. On est en train de faire entrer tout le monde dans la salle d'attente. Donc, vous avez peut-être vu pour certains, vous avez peut-être des difficultés à vous connecter puisqu'il y a eu un petit bug. Pour l'instant, la webconférence, elle est bloquée à 100 personnes. On est en train de voir pour la débloquer, parce qu'il n'y a pas de raison, ça doit passer à 500. Voilà, donc bienvenue en tout cas à vous pour cette troisième webconférence du dispositif RAX Bâtiment Performant de l'AQC. On a fait le choix de poursuivre les webconférences en format Zoom, puisque la première était sur le format plateau TV de l'AQC. Mais on a remarqué via Zoom qu'il y avait beaucoup plus d'échanges et d'interactions dans le chat, beaucoup plus facile à gérer en tout cas. Donc on a poursuivi sur ce format pour le moment. Donc on est encore assez nombreux aujourd'hui, donc pour l'instant 100, mais on espère qu'on va pouvoir réussir à débloquer. Donc je vous remercie de conserver vos caméras et puis vos micros coupés. Ça facilitera les échanges et la présentation. Juste un petit rappel aussi sur les dernières webconférences, notamment celle sur l'isolation des remparts en rénovation et celle sur la ventilation simple flux. Elles sont disponibles en replay sur le site de l'AQC, sur l'AQC TV. Et les rapports sont également complets sur la mallette pédagogique du dispositif Rex Bâtiment Performant. Donc vous verrez au long de la présentation dans le chat, on vous mettra les liens au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à la newsletter du dispositif Rex Bâtiment Performant, comme ça vous serez directement au courant des publications, des dates, des webconférences, des thématiques qui sont abordées. Juste pour patienter encore un petit peu en attendant que tout le monde soit connecté, je vous propose un petit sondage pour voir un petit peu votre participation aux dernières webconférences. Ça me permettra d'adapter la première partie qui est la présentation de l'AQC, du dispositif et puis du programme profil. Donc, je vous lance le petit sondage, vous pouvez y répondre. Voilà, globalement, vous êtes un tiers à avoir participé au moins à une des deux webconférences et puis les deux tiers qui n'ont pas participé au précédent. Donc, je vais reprendre la présentation qui était prévue en introduction. Hop. Alors, du coup, au sommaire aujourd'hui, donc je vais reprendre la petite présentation sur le dispositif Rex Bâtiment Performant, l'AQC et le programme Profil, comme je le disais. Ensuite, je laisserai la parole à Nicolas Hémin du Centre de ressources Ville et Aménagement Durable qui se présentera et puis vous présentera le centre de ressources. Ensuite, c'est lui qui vous présentera l'ensemble des enseignements du rapport thématique sur la ventilation double flux en rénovation. On aura quelques temps d'échange questions-réponses au cours de la présentation. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, à échanger dans le chat. Je vous parlerai des intervenants qui sont présents aussi dans le chat et des contributeurs au rapport qui vous permettront d'apporter des réponses. Ensuite, on aura une petite présentation de la mallette pédagogique pour vous montrer un petit peu où est-ce qu'on peut retrouver les différentes ressources. Donc, pour restituer le contexte, l'AQC, l'Agence Qualité Construction, c'est une association loi 1901 qui a pour mission la prévention des désordres et l'amélioration de la qualité dans la construction. Elle regroupe aujourd'hui 49 organismes de la filière bâtiment autour de 3 commissions, donc l'Observatoire, la prévention produit, qui est la C2P, et la prévention construction, qui est la CPC. L'AQC assure également le secrétariat des grands programmes comme Pacte, Profil actuellement ou encore Ombré pour les dom-toms. Les enseignements qui vont vous être présentés aujourd'hui par Nicolas, ils sont issus de retours d'expérience menés dans le cadre et avec la méthodologie du dispositif Rex Bâtiment Performant, qui est un des observatoires de l'AQC. Donc, c'est celui qui est lié aux risques émergents. Ce dispositif Rex Bâtiment Performant, il met à l'honneur uniquement la rénovation sur la campagne de visite 2020-2021 et il est financé par le programme Profil. Donc, on vous mettra aussi le lien du programme Profil dans le chat. Profil, c'est le programme de la filière pour l'innovation en faveur des économies d'énergie. En gros, il regroupe 9 projets pour faciliter et fiabiliser la rénovation énergétique des bâtiments existants. Et donc, le projet Rex Rénovation fait partie de ces 9 projets. Pour revenir maintenant sur le dispositif Rex Bâtiment Performant, donc c'est un dispositif de retour d'expérience qui est basé sur la collecte sur le terrain, donc réalisé par nos enquêteurs comme Nicolas pour VAD par exemple. Aujourd'hui, on a 10 enquêteurs sur le territoire qui mènent ces retours d'expérience. Donc concrètement, ils réalisent des visites de bâtiments performants et rencontrent également les acteurs qui ont participé à la conception ou à la réalisation de ces bâtiments, donc maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, bureau d'études, entreprise, etc.
Toutes les données qui sont collectées lors de ces visites et interviews sont collectées dans une base de données. Donc ça, c'est la deuxième étape. Puis une analyse selon les critères que l'on souhaite étudier et réaliser, donc avec une extraction ad hoc de cette base de données. Pour cette étape d'analyse, on fait appel à des contributeurs experts de la thématique en question. Cette contribution, elle nous permet d'analyser finement les constats qui ont été observés, d'échanger sur la priorisation des enseignements qu'on va mettre à l'honneur dans le rapport thématique, et puis d'échanger aussi sur des points de vue. Pour ce rapport plus particulièrement, donc sur la ventilation double flux en rénovation, on a été accompagné par Laurent Bonnière de RFI Science et Bruno Georges d'OTIS. Donc on y reviendra tout à l'heure. Donc la quatrième étape dans ce dispositif, c'est le temps de la valorisation de ces enseignements. Donc c'est ce que l'on fait aujourd'hui en vous montrant un petit peu ce qu'on a vu sur le terrain, en échangeant sur les constats qui ont pu être faits. Donc ça se traduit par le rapport des enseignements, mais également par plein d'autres livrables qui sont disponibles dans la mallette pédagogique, comme des QCM, des photos commentées, des études de cas. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Nicolas Hémin qui va se présenter et puis qui va vous présenter le centre de ressources Ville et Aménagement Durable. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci Samuel pour cette petite introduction. Donc moi je suis Nicolas Hémin, je suis chargé de mission à Ville Aménagement Durable. Ville Aménagement Durable, c'est une association de loi 1901 également, et on est structuré depuis 2006 comme un centre d'échange et de ressources avec un champ d'intervention sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc dans nos actions, on mobilise et on anime un réseau constitué de structures partenaires et aussi de professionnels aux profils variés en lien avec la construction, l'aménagement durable. Et cela pour plusieurs choses. Déjà pour le partage des connaissances sur différentes thématiques, donc toujours en lien avec la construction, l'aménagement durable. Et cela pour permettre l'innovation et pour préparer l'avenir en faisant évoluer un peu les pratiques, en adoptant aussi une démarche prospective. Donc à VAD, on aime bien travailler avec le retour d'expérience, qui est un bon outil pour cela. C'est un bon moyen de mettre en avant ce qui marche bien, de voir aussi ce qui marche moins bien, et c'est l'opportunité de donner envie de changer des pratiques en montrant ce qu'il est possible de faire. Donc sur le rapport ventilation double flux qu'on va vous présenter. Donc il fait partie de la collection des rapports des enseignements de la QC. Et donc on a travaillé dessus avec la contribution de Laurent Bonnière d'RFI Science et Bruno Georges d'OTIS qui sont parmi nous et qui seront présents dans le chat pour répondre à vos questions également. Du coup, Laurent et Bruno, si vous souhaitez prendre la parole pour que les gens vous mettent un visage sur votre nom et puis donner quelques mots. Un petit mot rapide. Bonjour, merci d'être là et j'espère que cet ouvrage qu'on a pris bien à cœur de construire va vous permettre de démythifier et démystifier, c'est pas la même chose, un certain nombre de sujets techniques sur la ventilation, notamment double flux. Eh bien, bonjour à tous. Donc, Laurent Bonnière, Société RFI Science. C'est comme l'a indiqué Bruno, c'est un ouvrage sur lequel on a pris énormément de plaisir à travailler et on espère effectivement que vous trouverez de nombreuses réponses aux problématiques que vous rencontrez régulièrement. Ok, merci Laurent, merci Bruno. Du coup, ce que je propose, c'est juste vous montrer en image un petit peu, pour ceux qui ne connaîtraient pas les rapports des enseignements. Je vais partager mon écran, du coup, je vais vous montrer un petit peu en image à quoi correspondent les rapports des enseignements. Partager. Voilà, si vous voyez mon écran. Donc les rapports des enseignements, ils sont toujours construits de la même manière. Vous avez une première partie qui explique un petit peu ce que je vous ai expliqué en préambule sur le dispositif Rex Bâtiment Performant. Et puis ensuite, vous avez les 12 enseignements construits toujours de la même manière, avec une entrée toujours non qualité, constat de non qualité, et puis une seconde partie qu'on voit en vert ici qui concerne toutes les solutions correctives et les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour éviter les écueils qui ont été mis en avant. Donc tous ces rapports, ils sont disponibles sur la mallette pédagogique.
Voilà, du coup, Nicolas, je te propose de repartager ton écran pour poursuivre la présentation. Voilà. Donc, merci pour cette petite présentation du rapport des enseignements de la collection AQC. Alors, du coup, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, hop, je passe la diapo suivante. Donc, déjà, quelques éléments d'introduction. Donc, Rex bâtiment performant, rénovation. Donc, le focus a été fait sur la rénovation, qui est un sujet d'actualité. Et donc, ce qu'il faut déjà bien savoir avec une rénovation performante, c'est qu'on va chercher à avoir une enveloppe performante. Et donc, en plus de l'isolation, on va aussi traiter l'étanchéité à l'air de cette enveloppe. Et lorsqu'on va avoir une enveloppe étanche à l'air, c'est là qu'il va falloir avoir un point de vigilance particulier, notamment sur la ventilation. Parce que lorsque le bâtiment aura une ventilation défectueuse, cela peut avoir de gros impacts si l'enveloppe est parfaitement étanche, parce qu'il n'y aura pas de déperdition et donc l'air ne sera pas renouvelé. Et on va voir les impacts plus en détail dans les minutes qui suivent. Donc, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la mise en œuvre d'une ventilation double flux est assez complexe, surtout dans le cas d'une rénovation où on intervient sur un bâtiment existant. Il faut trouver les solutions pour pouvoir intégrer tous les éléments propres, utiles au bon fonctionnement de la ventilation double flux, centrale de traitement de l'air, le réseau d'amener d'air neuf et le réseau de rejet d'air vicié. Donc, ça fait beaucoup de choses à voir. Heureusement, on a des outils à disposition pour nous aider à bien faire les choses. Donc, on peut citer bien sûr la norme NFDTU 68.3 qui définit les règles à respecter pour la conception, la mise en œuvre et l'entretien des systèmes de ventilation mécanique contrôlés. Et ensuite, on a les guides du programme PACT. Donc, le programme PACT, c'est le programme d'action pour la qualité de la construction et de la transition énergétique. Et il donne beaucoup d'éléments, beaucoup de bonnes pratiques à suivre. Voilà, sur la conception, sur le chantier, pendant l'exploitation du bâtiment. Du coup, on peut démarrer directement sur le premier enseignement, donc, qui est d'éloigner la prise d'air de toute source de pollution et positionner le rejet d'air et la prise d'air neuf afin d'éviter toute reprise. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de non-qualité sur cet enseignement? Oui, alors là, on a un premier exemple sur cet enseignement-là. Donc là, il y a deux choses à voir sur cette photo, deux choses à observer. On voit qu'il y a un espace fumeur qui s'est formalisé devant l'entrée du bâtiment. Et on voit une autre chose, là, il y a la flèche rouge qui le met en évidence. Ce qu'on voit là, le petit boîtier, en fait, c'est l'entrée d'air neuf pour la ventilation double flux. Et du coup, ces deux espaces, enfin l'espace fumeur juste en dessous de l'amener de la prise d'air neuf, ça va poser des problèmes et le retour des occupants justement a fait état d'une gêne olfactive liée à la fumée de cigarette. En fait, la fumée de cigarette va rentrer dans le système et va être diffusée via le système de ventilation dans l'ensemble du bâtiment. Donc là, ça présente un risque d'introduction de polluants extérieurs qui n'a pas forcément été suffisamment pris en compte pendant la conception du projet. Alors, autre exemple ici, donc en rénovation, comme je disais, on s'adapte à l'existant, donc il est assez courant par exemple, dans une maison individuelle, on va peut-être mettre la centrale de traitement de l'air dans la cave, parce qu'on n'aura pas forcément d'autres espaces au sein de la maison pour la mettre. Donc là, dans le cas présent, la centrale de traitement de l'air a été mise en sous-sol et la prise d'air se retrouve au sol. Il y a une petite courette anglaise ou quelque chose comme ça. Il y a une grille, mais du coup, on voit bien que cette grille, elle est saturée de poussière, de feuilles mortes. Voilà, donc là, on a une entrée d'air qui est à la fois obstruée, et puis ça peut faire rentrer pas mal de choses nocives pour le système à l'intérieur du réseau. Autre exemple ici, donc qui dit ventilation double flux, donc on a le rejet d'air vicié et des fois on va être tenté de placer le rejet d'air vicié et la prise d'air neuf côte à côte, parce que là on voit bien la CTA et on voit bien les deux conduits qui partent, donc c'est facile de les mettre l'un à côté de l'autre. Ça présente un danger parce qu'en fait le rejet d'air vicié, c'est l'air dont on veut se débarrasser, donc il est plein des polluants de l'air intérieur dont on veut se débarrasser, humidité et autres polluants.
Donc le but n'est bien sûr pas de le récupérer et de le réinjecter dans le système. Voilà, donc il faut les positionner de manière différente. On voit bien que le positionnement de la prise d'air neuf et le rejet d'air n'ont pas été étudiés. Et soit c'est une méconnaissance des exigences réglementaires et des règles de l'art. Voilà. Mais ça pour dire qu'en rénovation, l'adaptation à l'existant est parfois complexe et il nécessite une grande réflexion pour faire les choses, pour que tout se passe bien. Donc, Tu l'as déjà un petit peu explicité, ouais. mais de rappeler les principaux impacts de ces non-qualités observées. Voilà, donc pour résumer les principaux impacts de ces non-qualités, bah, d'abord, il y a le risque de dégrader la qualité de l'air intérieur avec introduction de polluants extérieurs, ou de réintroduire les polluants intérieurs qu'on a voulu évacuer. Ça, c'était dans le dernier cas que je viens d'évoquer. Et ensuite, il y a un risque pour le système de ventilation en lui-même parce que les filtres vont s'encrasser beaucoup plus rapidement, ce qui va amener soit une surconsommation énergétique du ventilateur du caisson, s'il compense, ou s'il ne compense pas, du coup, un défaut de ventilation. Et ensuite, sur la maintenance, il faudra changer les filtres plus régulièrement pour régler le problème, pour que la ventilation se passe bien. Mais là, du coup, ça va créer un surcoût qui n'aura pas forcément été prévu par le gestionnaire ou par le maître d'ouvrage à la maintenance du bâtiment. Mais donc, pour les solutions correctives, heureusement, il existe des choses que l'on peut faire dès à présent. Il reste toujours après coup possible de déplacer la prise d'air neuf pour l'éloigner de sources de pollution. Et ouais, dans le cas où la prise d'air est placée juste à côté du rejet, on peut aussi envisager de mettre une barrière physique type déflecteur pour empêcher la reprise de l'air extrait. Mais le mieux, bien sûr, ça reste d'anticiper le plus en amont possible pour mettre en œuvre les bonnes pratiques dès le début, enfin la réalisation du projet. Et sur cet exemple, on voit bien une prise d'air et un neuf et un rejet d'air vicié. On comprend que la centrale de traitement de l'air, elle est dans l'angle, elle est dans un local. Il n'a pas été nécessaire de mettre en œuvre des longs conduits pour différencier, pour éloigner les deux. Les mettre sur deux façades différentes, déjà, ça aide à régler beaucoup de problèmes. Donc pareil, pour résumer les bonnes pratiques, dès le début de la conception, il est utile de réaliser une étude environnementale du site. Cette étude, elle va permettre de déterminer l'emplacement le plus opportun de manière à éviter l'entrée de polluants dans le bâtiment. De manière générale, la prise d'air neuf, elle doit donner directement sur l'extérieur. Ça nous arrive de voir des prises d'air neuf qui sont placées dans un garage. Donc, vous imaginez bien sûr que la prise va récupérer tous les polluants du garage, du pot d'échappement de la voiture. Des fois, elles sont dans un local non chauffé. On voit ça parfois. Et comme je l'ai montré là dans le deuxième exemple, les prises d'air au sol sont à proscrire, surtout dans les zones à fort potentiel en radon. Le radon, c'est un gaz radioactif naturel qu'on trouve dans les sous-sols granitiques. Donc ça, les communes sont classées par catégorie. Donc si la commune est en catégorie 3, ce qui est à fort potentiel radon, il faut absolument proscrire les prises d'air près du sol parce que ça va pouvoir faire rentrer de ce gaz nocif. Et pour éviter la reprise de l'air vicié, il faut éloigner la prise d'air neuf du rejet. Donc les règles de l'art, elles donnent des distances. Pour une maison individuelle, c'est 60 cm, ce qui n'est pas énorme. C'est un peu plus conséquent pour un immeuble d'habitation collectif, c'est 4 mètres. Donc là, c'est déjà plus conséquent, plus significatif. Mais de manière générale, l'étude environnementale permet aussi de voir des facteurs propres au site comme l'orientation des vents dominants qui peut être aussi à prendre en compte pour justement éviter cette reprise d'air vicié. Ok. Du coup, juste avant de passer à l'enseignement suivant, j'en profite de reprendre les échanges qu'il y a dans le chat sur ce sujet et notamment quelque chose qu'on a aussi observé sur le terrain qui concerne certains dispositifs, des bouches qui permettent d'avoir le rejet d'air proche de l'entrée d'air avec un déflecteur pour limiter la reprise d'air. Donc nous, on a fait le choix de ne pas le mettre dans les bonnes pratiques puisque c'est un dispositif qui ne répond pas, qui respecte pas les exigences du DTU, comme le dit Laurent dans le chat, en termes de distance, comme l'a rappelé aussi Nicolas tout de suite.
ça respecte pas le DTU. Donc nous, on l'a pas mis en bonne pratique, mais c'est des choses qu'on a pu observer sur le terrain sur quelques projets qui ont mis en place ce dispositif plutôt en solution corrective parce qu'ils se retrouvaient avec ces réseaux en rénovation très proches de rejet et de prise d'air. Donc voilà, pour répondre à cette première question. L'enseignement suivant, du coup, Nicolas, donc, qui est de prévoir en conception des débits de ventilation cohérents avec l'occupation finale. Est-ce que tu peux nous donner quelques explications? Ouais, alors là, je vais vous expliquer un peu le contexte parce que la photo, elle n'est pas forcément parlante d'elle-même. Là, on est dans une salle de classe. Le nombre d'élèves a été sous-estimé à la conception du système de ventilation. Au moment de la visite, donc la mesure a permis de mettre en avant un taux de CO2 assez important, supérieur à 1500 ppm en période d'occupation. Donc cette non-qualité, elle a 2 origines possibles. Soit c'est à la programmation, il y a eu un défaut de programmation, par exemple le maître d'ouvrage n'a pas bien évalué son besoin ou il n'a pas exprimé clairement sa demande dans le cahier des charges, ou soit c'est un défaut à l'utilisation, à l'usage, dans le cas où les espaces finalement auraient été utilisés, pas comme ils auraient dû l'être, mais avec un effectif plus important que ce que ça devrait être. Donc cette augmentation de CO2, elle a pour impact, déjà elle témoigne d'un renouvellement de l'air insuffisant, donc qui peut présenter des risques sanitaires et pour le confort des occupants. Et cette concentration trop importante de CO2, elle peut générer différents troubles, notamment chez l'enfant, avec l'augmentation de symptômes liés à l'asthme ou d'autres problématiques. Donc en solution corrective, pour corriger cette situation de risque pour la santé et le confort, il est possible de revoir à la hausse les réglages de la CTA, la centrale de traitement de l'air, afin d'augmenter les débits de soufflage. Mais il faut déjà vérifier si cela est possible, et pour voir si cela est possible, il y a plusieurs choses qui sont à regarder. Il y a le dimensionnement des réseaux aéroliques, la capacité de la centrale et des terminaux pour voir s'ils peuvent permettre ou non d'avoir des débits plus importants. Et il y a aussi, ensuite, il faudra bien veiller à ajuster en conséquence les débits d'extraction pour ne pas déséquilibrer le système. Donc, les bonnes pratiques à mettre en œuvre dès le départ. Il faut s'assurer que la maîtrise d'ouvrage déjà définisse précisément ses besoins dès la programmation. Ensuite, en conception, il faudra mettre en place un échange continu entre les acteurs pour bien identifier les usages le plus tôt possible et afin de retenir les meilleures hypothèses d'occupation. Après, il existe aussi des solutions techniques. Il y a comme l'installation d'un registre motorisé automatique qui fonctionne sur détection de CO2 et qui permet d'adapter les débits en fonction de l'occupation réelle. Encore faut-il que l'effectif n'aille pas au-delà de la plage de fonctionnement du système. Du coup, sur l'enseignement suivant, pour continuer dans cette thématique et puis justement parler de l'asservissement de la ventilation au taux de CO2, on a un enseignement qui est tester et contrôler l'asservissement de la ventilation au taux de CO2. Je te laisse le présenter. Voilà, donc là, on a un système d'asservissement. Donc, dans cette situation, la ventilation, elle est censée être régulée en fonction du taux de CO2. Pourtant, là, on voit bien que les débits de ventilation n'augmentent pas malgré une présence humaine et un taux de CO2 croissant. Là, on a une mesure à 1758 ppm, ce qui est très élevé. Et du coup, plusieurs possibilités peuvent être à l'origine de ça, sachant que le système est asservi. Soit c'est la mise en œuvre du système qui n'a pas été faite correctement, parce que du coup, on va avoir des capteurs, on va avoir les registres motorisés que j'expliquais tout à l'heure. Peut-être qu'il y a eu un problème à la mise en œuvre. Après, c'est les asservissements ou les réglages qui ont mal été faits. C'est une autre possibilité. Et encore une autre possibilité pendant l'exploitation du bâtiment, l'entretien qui n'est pas assuré, qui peut générer des problèmes, comme on va le voir. Donc, comme dans l'exemple précédent, cette situation présente un risque pour la qualité de l'intérieur car le renouvellement d'air ne sera pas suffisant. Or, renouvellement d'air non suffisant entraîne une augmentation du niveau de confinement et une augmentation
donc du CO2, mais aussi du taux d'humidité. Pour le CO2, on peut donner des références. Ça, il faut aller chercher dans les règlements sanitaires départementaux. Mais le seuil, en général, il est à 1000 ppm, avec une tolérance qui peut aller jusqu'à 1300 ppm. Donc là, avec les 1700, on voit qu'on est bien supérieur. Donc, en solution corrective, plusieurs vérifications sont réalisées dans un premier temps, vu qu'il y a plusieurs origines possibles. Donc voilà, il s'agit de bien identifier la source du problème. Donc déjà en réalisant des mesures pour vérifier les débits de ventilation, première chose à faire. Ensuite, il faut s'assurer du bon paramétrage de la modulation de débit. L'erreur peut venir d'une mauvaise programmation. Vérifier, donc ça c'est par rapport à l'entretien, justement, vérifier l'état des cellules des capteurs. Des fois, elles peuvent être encrassées et leur encrassement peut être à l'origine du mauvais fonctionnement de l'asservissement. Et dans ce cas, il faudra les nettoyer. Ensuite, on peut aussi vérifier les réglages des seuils de détection des capteurs, réalisant les mesures. Là aussi, le problème peut être lié à un mauvais réglage de ces seuils. Et si vraiment le capteur est défectueux, remplacer les capteurs qui dérivent. Donc là, on voit un exemple de registre motorisé et asservi au taux de CO2 qui permet de moduler le débit de ventilation en fonction des besoins. Cette disposition, elle garantit une bonne qualité de l'air et tout en permettant aussi de faire des économies d'énergie. Par contre, il y a un petit point de vigilance à noter, c'est là où on va placer le capteur. Il faut le placer dans un endroit représentatif, sachant que par exemple le CO2, il est assez lourd, il a tendance à être du coup plus important, enfin un taux plus élevé au niveau du sol, vers le sol. Donc mettre un capteur au plafond dans une salle de réunion, par exemple, ça peut présenter des risques. Il faudra le mettre plutôt à une hauteur voilà, d'occupation. Là, on voit une courbe qui suit là, sur une semaine ou un peu plus le taux de CO2 et on voit que le taux de CO2 ne passe très rarement les 1000 et jamais les 1200 ppm. Donc on voit bien l'occupation journalière, on voit bien que ça monte, mais on voit qu'après c'est régulé. Donc là c'est un exemple de bonne pratique où l'asservissement a fait le travail. Une autre bonne pratique aussi, c'est de confirmer visuellement. Donc là, il y a eu un détecteur de CO2 qui a été installé et permet de confirmer visuellement le bon renouvellement de l'air. Là, on a une petite lumière verte qui dit que tout va bien. Et après, il y a une lumière orange qui dit attention, il va falloir faire attention. Et puis la lumière rouge, là, c'est que le système c'est que le taux est beaucoup trop important. Donc ensuite, un enseignement sur la diffusion de l'air. Donc assurer une bonne diffusion de l'air, ça c'est quelque chose de très important. Et là, ici, la non-qualité, c'est les occupants qui ont ressenti des courants d'air et un inconfort acoustique au niveau des bouches d'insufflation. Et comme on le voit dans ce cas-là, et comme on le voit souvent dans ces cas de ce type, les occupants préféraient obturer eux-mêmes la grille d'insufflation dans leur recherche de confort. Donc l'origine de ça montre que la diffusion de l'air n'a pas été étudiée en conception et qu'un choix des diffuseurs pas forcément adéquats ont été mis en avant. Donc là, un autre exemple où la mesure l'a mise en évidence. On avait un retour des usagers dans ce cas-là. On se retrouve au niveau du lit d'une chambre dans un internat. La mesure réalisée donc, a donné une vitesse de l'air supérieure à 1,6 mètres par seconde. Donc avoir de la vitesse de l'air, c'est pas mal pour assurer le confort d'été, mais dans une certaine mesure. Pour vous donner un ordre d'idée, à 26 degrés, une gêne peut être ressentie à partir de 0,2 mètres par seconde. Et du coup, la situation idéale pour une vitesse de l'air est plutôt à 0,13 mètres par seconde. Donc là, on a décuplé la vitesse de l'air. Et surtout, vu l'espace critique au niveau d'un lit, ça présente une belle non-qualité.
Voilà. Donc à la réalisation, les prescriptions n'ont pas forcément été respectées, ou l'équilibrage du système a mal été fait, ou peut-être qu'il n'y a pas eu d'équilibrage réalisé du tout. Donc le principal impact, voilà, c'est comme dans le premier cas, c'est le risque que l'occupant décide d'obturer en partie ou totalement le diffuseur, ou encore qu'il aille régler la ventilation, que la CTA soit déréglée, voire arrêtée. Dans tous ces cas, le renouvellement de l'air serait mal ou plus assuré, ce qui présente forcément à terme un risque pour la qualité de l'air intérieur. Donc dans les solutions correctives, le choix des diffuseurs peut être mis en question. Il existe toute une sorte de diffuseurs. Il reste donc possible de les remplacer pour qu'ils soient plus adaptés à l'usage. Il est aussi utile de vérifier l'équilibrage des débits et des vitesses d'air, d'insufflation, et d'effectuer les réglages nécessaires a posteriori. Donc là, on a un exemple de bonne pratique où justement le diffuseur le bon diffuseur a été placé au bon endroit. Là, c'est ce qu'on appelle une bouche à effet Coanda. L'effet Coanda, ça correspond au plaquement d'un flux d'air soufflé qui vient se plaquer le long d'une paroi. Donc une bouche Coanda située en plafond, ça permet d'orienter l'air soufflé le long du plafond. De cette façon, l'air va être réparti à 360 degrés dans la pièce le long du plafond, puis redescendre sur les murs, puis ça va quand même ventiler l'ensemble de l'espace, mais sans créer des sensations de courant d'air pour les occupants. Donc pour résumer les bonnes pratiques sur la diffusion de l'air, donc positionner les bons diffuseurs au bon endroit. Pour ça, il peut être utile de réaliser une étude détaillée de CFD, c'est la dynamique des fluides, une étude de dynamique des fluides numériques, qui va permettre d'anticiper tout ça en tenant en compte de plusieurs éléments: les débits, les vitesses d'air, les portées des flux, les températures, l'utilisation qu'il est faite de l'espace, la présence aussi d'obstacles éventuels tels que des poutres, des retombées de poutres. Et autant que possible, il faut limiter la vitesse de soufflage dans les zones d'occupation. Pardon, hop, je suis allé trop loin. La zone d'occupation, elle est définie par la norme ISO 7730, par un gabarit situé entre 10 cm du sol et 1,80 m. Donc c'est là où il y aura des occupants. Et donc ne pas souffler directement dans cette zone-là, ça permet d'éviter les non-qualités. Et lors de la mise en service de la ventilation, il faut veiller à ce que l'équilibrage du système soit réalisé et faire des contrôles, contrôler les vitesses d'air en sortie de bouche d'insufflation par la réalisation de mesures. Ok, donc du coup pour l'enseignement suivant qui est de réaliser une mise en œuvre soignée du réseau aérolique et de la CTA, donc qui fait aussi partie des constats nombreux qu'on a pu voir sur le terrain. On vous propose de le faire sous forme de questions pour participer, comme c'est l'usage dans les webconférences du dispositif. On soumet toujours un enseignement sous forme de questions. Donc je vais vous lancer le second sondage. Hop. Alors pendant ce temps, je vais vous lire la question. Donc, quelle est la définition du terme perte de charge? Donc, première réponse, c'est le déchargement des calories accumulées la journée en période chaude par un élément à inertie thermique, mur ou dalle, grâce à une surventilation nocturne. Deuxième choix, la mise en dépression du réseau aérolique pour vérifier la bonne étanchéité de celui-ci, ou c'est une chute de pression au sein du réseau aérolique causée par la résistance de frottement à l'écoulement de l'air dans un conduit ou un composant à l'installation de ventilation, ou il s'agit d'un dispositif d'exonération fiscale visant à inciter la mise en œuvre de systèmes de ventilation à haut niveau de rendement énergétique. Ou dernière réponse, non à aucune. Donc, du coup, je vous laisse quelques secondes pour y répondre. Dès que je vois que la majorité des participants ont répondu, je vous donne la réponse, sachant qu'on est à 95% de personnes qui ont répondu de la bonne manière pour l'instant. Voilà, quasiment tout le monde a répondu. Hop, je vous partage les résultats. Donc oui, 94%
Des répondants ont répondu la réponse C, chute de pression au sein du réseau aérolique causée par la résistance au frottement, à l'écoulement de l'air dans un conduit ou un composant de l'installation de ventilation. Nicolas, je te laisse apporter quelques éléments de réponse et d'éclaircissement sur cet enseignement. Oui. Alors, du coup, je vais donner une illustration par l'image, hein, ce sera toujours plus parlant. Donc là, on a un bel exemple de non-qualité. Donc ce contre-exemple, il est utilisé pour l'enseignement, voilà, par rapport à la mise en œuvre soignée du réseau, parce que là, c'est pas forcément très soigné. Et ici, on a un tas de pertes de charge, une grande quantité de pertes de charge. Et ces pertes de charge, elles sont liées au nombre de singularités trop importants qu'on voit sur la photo. Donc, des coudes un peu brusques à plus de 90 degrés, des écrasements. Donc là, on a un conduit de gaine souple, donc avec des écrasements, des pincements. Le tout à proximité de la CTA, en sortie de CTA. En général, on évite, les règles de l'art nous font éloigner les coudes en sortie de CTA pour éviter justement des pertes de charge trop importantes et des gênes acoustiques. Donc voilà, c'est toutes ces irrégularités qui vont engendrer des pertes de charge importantes sur l'ensemble du réseau. Alors, donc les impacts de ces pertes de charge, lorsqu'il y a une perte de charge trop importante, par définition, ça va déséquilibrer le fonctionnement du système. On va avoir une baisse de pression. Et du coup, 2 cas de figure sont possibles en cas de trop grosse perte de charge. Soit c'est le ventilateur qui va compenser, mais du coup, ça va avoir d'autres impacts. Ça va provoquer une surconsommation électrique. Et dans le cas où le ventilateur tourne à plein régime, en continu, ça peut aussi être source de nuisance sonore, comme je l'évoquais. Et soit la ventilation ne compense pas, et là, du coup, les débits sont réduits, le renouvellement de l'air ne se fait plus correctement, et ça crée un risque pour la qualité de l'air intérieur. Donc, pour corriger cela, une solution serait de reprendre les singularités et défauts d'étanchéité à l'air du réseau, dans la mesure du possible. Après, comme d'habitude, hein, le plus simple, ça reste de mettre en œuvre les bonnes pratiques tout de suite. Donc en rénovation particulièrement, je vais expliquer un peu en introduction, les espaces, ils sont contraints, il faut anticiper au mieux l'installation des différents réseaux, et pour en assurer la bonne mise en œuvre. Et à réception, des vérifications de mesures fonctionnelles aux terminaux vont pouvoir permettre de contrôler l'installation. Ce qui est possible de faire, c'est dans les dossiers de consultation des entreprises, enfin ce qu'il est même nécessaire de réaliser, c'est de fixer des objectifs d'étanchéité à l'air des réseaux aéroliques. Et au moment de la réception, il faut s'assurer de l'atteinte de ces objectifs, encore une fois, par la réalisation de mesures, là en regardant la perméabilité à l'air du réseau. De manière générale, il faut privilégier des matériaux étanches à l'air, qualitatifs, et s'assurer qu'ils soient correctement mis en œuvre. Donc voilà quelques références, quelques outils. Sans rentrer dans le détail, mais je rappelle le NFDTU 68.3 qui lui décrit dans le détail les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour assurer la qualité de l'installation. Il y a le protocole PromVent qui propose une méthodologie de diagnostic général des installations de ventilation mécanique dans le résidentiel. Et après, il y a le fascicule de documentation E51 767 qui permet, lui, de préciser le protocole de mesure de l'étanchéité à l'air des réseaux de ventilation. Du coup, j'en profite, comme tu parles des références, Nicolas, de rappeler que dans le rapport thématique, pour chaque enseignement, à la fin de l'enseignement, vous trouverez systématiquement les références qui se rapportent peut-être à d'autres cas de figure que ceux qu'on a détaillés dans l'enseignement. Puisque c'est vrai qu'on a toujours des enseignements assez génériques au départ, et puis après, on s'appuie sur des cas concrets très précis pour les illustrer. Mais l'enseignement peut s'appliquer à d'autres situations, et du coup, on essaye d'avoir des références qui balayent un petit peu l'ensemble des situations potentiellement de ce qu'on peut rencontrer sur le terrain. Du coup, on peut passer à l'enseignement suivant, voilà, qui est celui de prévoir une remontée d'informations sur l'état des filtres. Voilà, donc là, tout à l'heure, je vous parlais de filtres encrassés, qui s'encrassaient de manière prématurée. Là, on voit bien un filtre complètement encrassé.
Donc ça montre qu'il n'a pas été remplacé à la fréquence suffisante. Ça peut avoir plusieurs origines possibles. Mais soit il y a eu un défaut de conception si la remontée de filtre sur l'état du filtre n'a pas été automatisée alors qu'elle aurait pu l'être, ou qu'elle aurait dû l'être dans certains cas. Soit c'est l'absence d'intervention, donc à l'entretien, c'est l'entreprise de maintenance qui n'est pas venue dans les délais impartis ou qui a mal fait son travail. Ou il peut s'agir d'un manque d'information sur la fréquence et les modalités de changement des filtres, un manque de sensibilisation sur la maîtrise d'ouvrage, ou autre facteur possible, ça c'était celui qu'on évoquait dans le premier enseignement, ça peut être celui d'une pollution importante de l'air extérieur, proche du bâtiment, par exemple en milieu urbain, et qui entraîne des encrassements plus rapides des filtres. Du coup, on en revient encore aux pertes de charge donc, que j'évoquais tout à l'heure. Un filtre encrassé, il va avoir pour effet d'augmenter les pertes de charge. Et du coup, on a les mêmes impacts finalement que dans le cas précédent. Soit le ventilateur compense, mais du coup, surconsommation électrique et nuisance acoustique. Soit il ne compense pas et du coup, risque de dégradation de la qualité de l'air intérieur. Alors après, il n'est jamais trop tard pour sensibiliser le maître d'ouvrage par rapport à l'entretien de la CTA. Et même si ça n'a pas été prévu en amont, si on est dans un contexte pollué, par exemple, augmenter la fréquence de changement des filtres. Voilà, dans le cas d'un encrassement prématuré. Alors ici, on a un exemple de bonne pratique. Donc là, c'est le boîtier de commande qui permet de réguler les différents débits de ventilation avec même une programmation hebdomadaire et 4 vitesses. Mais en plus de ça, le boîtier permet d'assurer la remontée d'informations sur l'état des filtres. On voit en bas à droite. Et voilà, il va pouvoir vraiment permettre une remontée de l'information jusqu'à l'usager et l'avertir quand les filtres doivent être changés. Après, si des systèmes d'alerte automatique comme ça ne peuvent pas être mis en place, à minima, il faut fournir un guide d'utilisation au maître d'ouvrage afin qu'il soit sensibilisé et qu'il soit informé, surtout à bien préciser la fréquence de changement des filtres de la CTA. Donc pour résumer les bonnes pratiques qui sont à mettre en œuvre dans ce cas-là, dès la conception, prévoir comment cette remontée de l'information sur l'état des filtres va se faire de manière automatisée, avec un système d'avertissement qui puisse permettre d'attirer l'attention du gestionnaire ou du maître d'ouvrage lorsque les filtres sont à changer. Il existe des systèmes de mesure de pression différentielle que l'on peut placer sur la CTA qui va pouvoir permettre de mesurer la pression avant et après le filtre pour voir s'il y a eu des pertes de charge conséquentes et que l'on peut relier à une alarme ou à une gestion technique centralisée comme le boîtier que je vous montrais. Dans la plupart des cas, par exemple dans le cas de bâtiments publics ou de bureaux ou de logements collectifs, il est vivement recommandé de mettre en place un contrat d'entretien de maintenance avec un professionnel qui, lui, viendra se charger de venir vérifier l'état des filtres de manière régulière et de changer les filtres si besoin. Alors, pour l'enseignement suivant, donc on est sur le fait de définir et atteindre les objectifs de performance acoustique. Donc, tout à fait. La performance acoustique, on l'a un peu parlé, pareil, avec les pertes de charge. Donc ici, on a un exemple de transmission des bruits de fonctionnement de la CTA, parce qu'on a eu absence de piège à son. On est dans une salle de classe et la mesure ici mesure un niveau de pression acoustique à 50,6 dB. On est bien au-dessus des seuils réglementaires de 33 dBA. Ça, c'est l'arrêté du 25 avril 2003 qui donne ce seuil pour un bâtiment d'enseignement à 33 dB. Comme on l'a vu dans les enseignements précédents, donc la problématique elle est accentuée si la CTA fonctionne à un régime supérieur pour compenser les pertes de charge d'un réseau aérolique, mais d'autres facteurs peuvent être impliqués.
Ça peut être la sous-dimensionnement ou la complexité d'un réseau aérolique qui entraîne du bruit. Pareil, parce que du coup, le réseau en lui-même, de sa conception, sera responsable de nombreuses pertes de charge. Ça peut être des pressions ou débits trop importants en sortie de bouche. Ça peut être des bouches de soufflage sous-dimensionnées. Il peut y avoir beaucoup différents facteurs. Mais du coup, l'impact principal, c'est de créer une situation d'inconfort acoustique qui va être ressentie par les usagers. Et on peut aussi se retrouver hors la loi. Réglementairement, ça va conduire au non-respect des niveaux de pression acoustique maximaux. Voilà, donc j'évoquais l'arrêté du 25 avril 2003. Il y a aussi l'arrêté du 30 juin 1999 pour les bâtiments d'habitation. Et après aussi, regardez, allez voir dans le NFDTU 68.3. Donc pour corriger le problème, il est généralement possible de mettre en place des pièges à son aux endroits critiques. Pour identifier ces endroits critiques, on peut se fier au retour des occupants. Sinon, il faudra faire venir un acousticien. Donc un piège à son, ça se présente comme ça. Donc là, on a une bonne pratique. Un piège à son en sortie de CTA. La sortie de CTA, c'est toujours un point sensible. Et là, du coup, en mettant un piège à son à cet endroit-là, on permet de limiter les nuisances acoustiques liées à la transmission des bruits générés par les ventilateurs de la CTA. Donc pour les bonnes pratiques, l'acoustique du système de ventilation ne doit jamais être négligée, elle doit être prise en compte dès la conception de l'installation. Il est nécessaire de fixer les exigences de résultat avec un niveau de confort acoustique, le NR, fixé par pièce en fonction de sa destination. Et aussi par rapport aux transmissions du bruit vers l'extérieur, il est utile de rappeler que l'émergence du bruit perçu par autrui, elle ne doit pas être supérieure à 5 dB en période de la journée et à 3 dB la nuit. Pour soigner la mise en œuvre du réseau aérolique, il faut respecter les sections en fonction du débit maximal, limiter les singularités et une fois installé, il faut s'assurer l'étanchéité à l'air avec des tests de perméabilité à l'air. Et puis les CTA en elles-mêmes, elles ont des caractéristiques propres à chaque produit. Donc il faut regarder celles qui sont à plus faible perte de charge interne, parce qu'on peut aussi avoir des pertes de charge internes à la CTA qui seront génératrices de puissance acoustique. Pour les installations de haute exigence d'isolement ou de niveau de bruit final, il est vivement recommandé de faire intervenir un acousticien qui pourra définir les éléments à mettre en place pour limiter les nuisances acoustiques. Ok, donc on vous propose un dernier renseignement parmi les 12 qui existent dans le rapport, qui est celui de protéger les conduits et terminaux de ventilation en phase chantier. Ouais, donc là, on voit bien sur l'image, on est en chantier, les conduits de ventilation sont stockés sans être protégés et du coup, les poussières du chantier sont en chantier, forcément, il y a toujours énormément de poussière et elles vont venir se déposer dans les conduits. Sur un chantier, il peut aussi y avoir de l'humidité. L'humidité présente dans l'air intérieur, puis surtout dans le cas où le chantier ne sera pas chauffé, il peut condenser, puis donc ça peut présenter beaucoup de problèmes dans le conduit, ce mélange de poussière et d'humidité. Ici, on voit bien l'absence de protection et on voit bien qu'il y a de la poussière dans le conduit. Du coup, donc comme impact, là, ça présente un risque futur pour la qualité de l'air intérieur, car les poussières du chantier, elles seront présentes dans les conduits et elles seront diffusées via le réseau d'insufflation et donc présentes dans l'air intérieur du bâtiment. Donc, et puis pour le système, ça présente aussi un risque parce que les filtres, du coup, vont être encrassés beaucoup plus vite, ce qui implique toute une série de risques qu'on vient d'évoquer. Et puis voilà, par rapport à ces poussières humides qui vont s'agglomérer, si ça s'agglomère, en s'agglomérant, ça peut provoquer finalement des bouchons, des réductions surtout des réductions de section des conduits qui peuvent être source de perte de charge et donc de perte de performance du réseau aérolique. En solution corrective, du coup, réaliser un nettoyage des éléments du système de ventilation, de préférence avant la mise en œuvre du service de ventilation. Si la CTA a déjà fonctionné, il faudra bien penser à vérifier l'état des filtres et changer les filtres dans le cas où ils seront encrassés. Et donc voilà un exemple de bonne pratique où là on voit un réseau mis en place pendant le chantier.
le conduit il a été obturé afin d'éviter tout souci, voilà, tous les soucis évoqués plus tôt. Et là encore un terminal, encore une attente de bouche de ventilation qui a été obturé par un bouchon spécifiquement prévu à cet effet. Donc pour résumer ces bonnes pratiques, pour éviter l'encrassement des éléments du système de ventilation lors du chantier, dès la conception, il faut définir les modalités de stockage et la protection une fois mise en œuvre des éléments de la ventilation. Et donc il faut veiller à indiquer ces modalités dans le dossier de consultation des entreprises pour qu'elles soient bien respectées. Et une fois mis en œuvre, il faut penser à obturer les bouches de soufflage et d'extraction pendant toute la durée du chantier, et ce jusqu'à ce que les travaux générant de la poussière soient terminés. Mise en route de la ventilation est à proscrire durant toute la période des travaux, parce que sinon ça va aspirer toutes les poussières. Et donc des ventilateurs extracteurs d'air spécifiques peuvent être mis en œuvre spécifiques au chantier, sont à prévoir pour assurer la ventilation pendant les travaux, mais ne pas allumer la CTA jusqu'à réception des travaux. Okay, merci Nicolas. Du coup, j'en profite pour faire un petit point pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi les discussions qui sont présentes dans le chat. Il y a eu notamment quelques remarques concernant la période actuelle de Covid, mais de manière générale aussi de pollution, on va dire, bactérienne ou virale, etc. Donc, il y a des liens qui vous ont été proposés, notamment celui de la Fédération REVA, par exemple, pour avoir quelques recommandations sur la gestion des filtres en cette période. Voilà, donc c'était juste pour vous le signaler. Il y a eu des échanges qui ont été réalisés dans la discussion. Donc, n'hésitez pas à récupérer les liens si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ces sujets-là. Donc là, on a débordé un petit peu, mais c'était pour vous présenter quelques-uns des enseignements du rapport thématique. Il y en a 3 sur lesquels on est parvenu aujourd'hui, puisque c'est pas l'objectif de tout détailler, mais de vous donner aussi un petit peu quelques éléments du rapport. Et comme il est en accès libre, vous pourrez voir le détail de ces 3 derniers enseignements dont on n'a pas parlé, qui est celui de limiter et calorifier les installations de la ventilation situées hors volume chauffé, celui de prévoir l'évacuation des condensats. Donc dans les retours d'expérience, ça paraît assez simple, mais c'est des choses qu'on a encore vues dans les bâtiments performants. Et également assurer l'accessibilité aisée à la CTA. Donc c'est pour toutes les questions d'entretien, de maintenance, de suivi de la CTA. Voilà, sur les 3 enseignements qui n'ont pas été détaillés, mais que vous pouvez retrouver dans le rapport thématique qui est disponible dans la mallette pédagogique du dispositif Rex Bâtiment Performant. Nicolas, je te propose peut-être de redonner quelques éléments en conclusion sur ce sujet d'aujourd'hui. Ouais, du coup, je vais faire vite si j'ai été trop bavard jusque-là. Donc, du coup, en conclusion, on peut dire que les points de vigilance ils sont observés vraiment à chaque étape du projet. Dans le cadre de la rénovation, le diagnostic initial de l'existant, c'est déjà le point de départ avant toute chose, parce que l'enjeu, ça va être d'intégrer dans les espaces de l'existant un équipement technique qui nécessite beaucoup de place, local CTA, le double réseau. Et ensuite, s'il est nécessaire de bien connaître les normes et les règles de l'art afin d'assurer une bonne mise en œuvre de cette ventilation. L'enjeu important en conception, c'est celui de dimensionner correctement l'installation. Donc il faut vraiment prévoir les effectifs à venir, les usages qui vont être prévus dans les lieux. Et ensuite, pendant toute la durée du chantier, un gros travail de sensibilisation sur l'ensemble des acteurs du chantier pour éviter les problèmes. Comme on l'a vu tout à l'heure, les poussières dans les conduits. Il y a aussi, avec les graines souples, des gaines écrasées, des détériorations d'éléments installés. Et il y a un gros point de vigilance à observer sur la ventilation parce que en fait, c'est quelque chose qui est à l'interface de plusieurs lots. Et pour différentes raisons, l'artisan qui installe la VMC, il doit se coordonner avec plein d'acteurs du chantier, avec le plaquiste, avec le couvreur ou le façadier selon l'entrée et la sortie d'air. Voilà. Et pour la réception, la réalisation d'autocontrôle, c'est un bon moyen pour permettre de vérifier le bon fonctionnement de la ventilation. Des outils sont prévus pour ça. On rappelle le protocole PROM20, le protocole aussi d'appréciation du confort et des ambiances qu'on a utilisé dans cette enquête. Et voilà, il s'agit de réaliser toute une batterie de vérifications visuelles, fonctionnelles, appuyées par la mesure, par des tests. Et pour assurer une bonne exploitation, la pérennité du système, le bon fonctionnement du système dans le temps, il est nécessaire de sensibiliser, d'informer les usagers
surtout dans le cas de systèmes complexes. Ok, merci Nicolas. Du coup, j'en profite aussi pour remercier Laurent, Bruno et puis Marie-Angèle, qui est de la QC aussi, pour avoir participé dans le chat à apporter des éléments de réponse, à répondre à vos questions. Donc, ça va être le moment de conclure, donc avec un petit peu de retard, je suis désolé. Donc, le prochain rendez-vous, donc la 4e web conférence, elle aura lieu le jeudi 27 mai à 11h30. Nicolas, si tu peux mettre la slide suivante, comme ça il y a les éléments qui sont écrits. On parlera de l'éclairage artificiel en rénovation et j'accueillerai Clémence Chevalier du réseau Breton Bâtiment Durable, donc qui est aussi une enquêtrice hébergée dans un centre de ressources et qui a travaillé sur cette thématique et réalisé des visites de bâtiments. Donc ce sera certainement le même format. Cette fois-ci, on veillera à réouvrir à 500 participants, puisque vous étiez 350 inscrits, mais du coup, là, on a eu un petit blocage à 100. La restitution, elle sera disponible en replay aussi sur la chaîne de la QCTV. Donc, n'hésitez pas à partager les liens. On vous renverra un petit mail aussi avec le lien direct pour pouvoir la consulter. Voilà. Pour terminer, du coup, avant que vous partiez, je vais vous diffuser aussi une petite vidéo de la mallette pédagogique qui vous montre un petit peu les ressources qu'on peut trouver et puis comment c'est organisé. Donc, je vais repartager mon écran. Voilà. Donc, le site de la mallette pédagogique, quand vous allez pour la première fois sur le site de la mallette pédagogique, vous pouvez choisir un parcours. Si vous êtes formateur enseignant, si vous êtes professionnel, voilà, vous aurez des mises en avant de certaines ressources qui sont plus adaptées à votre profil. Donc, vous pouvez choisir un parcours. Et puis ensuite, dans la mallette pédagogique, vous allez pouvoir les systèmes de recherche, trouver les différentes ressources qui vous intéressent, donc des QCM, les rapports dont on vient de parler aujourd'hui, des études de cas, des photos commentées et bien d'autres livrables encore. Vous avez la possibilité sur cette mallette pédagogique également de sélectionner les documents qui vous intéressent et de créer votre propre collection pour télécharger l'ensemble des documents. Donc, soit par thématique, soit par type de livrable. Voilà, vous avez juste à cocher les différentes ressources qui vous intéressent et c'est possible de les stocker pour mieux les retrouver. Voilà, et ben du coup, je vous souhaite à tous une bonne journée et puis on se retrouve donc le 27 mai.